En 1844, plusieurs familles israélites ayant obtenu des billets de tolérance séjournent dans le canton de Neuchâtel, dont 65 individus à la Chaux-de-Fonds. À partir de 1848, fuyant les émeutes anti-juives qui se déroulent en Alsace, de nombreux co-religionnaires viennent renforcer la communauté. À l'heure actuelle, les membres de cette communauté israélite sont de moins en moins nombreux dans le canton. Mais les lieux qu'ils ont bâtis représentent un pan de leur histoire et de l'histoire des montagnes neuchâteloises. Ils doivent être connus et conservés. La population juive, pendant des siècles, a été exclue du canton de Neuchâtel et c'est à partir du début du 19e siècle, petit à petit, un certain nombre de familles sont plus ou moins tolérées dans le canton de Neuchâtel, notamment à la Chaux-de-Fonds. Ce sont souvent des familles qui viennent d'Alsace et qui, au début, sont soumis à des discriminations. Par exemple, les enfants n'ont pas le droit d'aller à l'école et des mesures qui sont liées à l'antisémitisme latent qu'il y a dans la région comme en Suisse au même moment. Et petit à petit, les droits sont acquis, mais ce sera un long processus qui durera pratiquement tout le 19e siècle. Et finalement, l'apogée de la population juive dans le canton de Neuchâtel, ça va être au début du XXe siècle, 1 millier de personnes à la Chaux-de-Fonds, et ça représente à peu près 2% de la population de la ville. Alors pendant des décennies, les Juifs n'étaient pas acceptés dans la région horlogère parce qu'on disait ce ne sont que des commerçants et l'horlogerie, c'est un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Il faut avoir le génie neuchâtelois de production des montres pour être vraiment des horlogers. Alors ça a duré jusqu'en 1876. À ce moment-là, la concurrence américaine est devenue particulièrement efficace par rapport aux produits neuchâtelois. Et on s'est rendu compte dans la région qu'il était absolument nécessaire de moderniser la production des montres. Alors, les populations juives qui étaient des immigrés, qui étaient moins marquées par les traditions corporatistes héritées de génération en génération, ont été celles qui ont été les plus dynamiques, les plus ouvertes aux nouvelles technologies. Et si vous voyez les entreprises d'une certaine importance, c'est-à-dire avec des centaines de personnes qui y travaillent, qui sont construites au tournant du siècle à la Chaux-de-Fonds, ce sont très souvent des entrepreneurs juifs qui les développent et qui les font prospérer. Alors il y a tout ce développement ainsi industriel, mais il y a aussi une contribution très importante de ces familles juives à la vie culturelle, à la vie sociale. Alors vous voyez que par exemple Maurice Picard, un des membres de la communauté israélite, est le fondateur du musée d'horlogerie ici à la Chaux-de-Fonds. Il y a aussi un certain nombre de ces familles qui jouent un rôle important dans la vie théâtrale, dans la vie musicale, parfois aussi dans la vie sportive. Donc il y a toute une contribution ainsi de ces familles israélites de la Chaux-de-Fonds à l'espace urbain, à l'essor urbain, à toute cette modernisation sur les différents plans que l'on constate à ce moment-là à la Chaux-de-Fonds. Alors, l'antisémitisme latent qui s'exprimait dans la région horlogère aboutissait parfois à des événements graves, comme en 1861, il y a une émeute antisémite ici à la Chaux-de-Fonds. Il y a aussi des incidents antisémites au moment du 1er mars 1885. Mais petit à petit, le fait que ces familles d'entrepreneurs israélites jouent un rôle important pour développer la région, pour retrouver des parts de marché sur le marché mondial, pour ainsi créer des emplois dans la région. Tout cela fait que l'antisémitisme tend à s'estomper et ça permet à la communauté israélite de relancer le projet de construction d'une synagogue. Il y avait eu une petite synagogue qui était déjà utilisée auparavant, mais ici, c'est dans les années 1890 que la synagogue a été construite et qui a donc contribué à cet essor urbain. Alors, il y avait une volonté d'assimilation à la société suisse et neuchâteloise. Et pour bien exprimer cette volonté d'assimilation, les membres de la communauté ont décidé que les pierres
avec lesquelles la synagogue a été construite soient des pierres qui viennent uniquement de carrières suisses, de différentes régions de Suisse. Donc pour montrer, voilà, nous étions étrangers, nous avons été finalement acceptés, maintenant nous voulons contribuer à la prospérité commune et nous insérer dans la société suisse. En Suisse romande, les communautés israélites qui se créent pendant la première moitié du 19e siècle rapidement ont un problème avec les cimetières parce que selon les rites juifs, les cimetières doivent être des lieux de repos éternels. Les corps doivent rester toujours sur place. Le cimetière des Éplatures est le troisième cimetière israélite autorisé en Suisse romande, après celui de Carouge en 1811 et de Lausanne en 1868. Dans le judaïsme, la conservation des tombes étant perpétuelle, l'architecture funéraire ainsi que l'évolution stylistique et symbolique peuvent être étudiées sur de longues périodes. Le cimetière israélite des Éplatures se distingue par la rareté des symboles judaïques et l'importance d'une ornementation profane, semblable à celle des cimetières non juifs. Ce cimetière révèle une population juive bien intégrée dans le tissu social protestant de la ville de La Chaux-de-Fonds. Nous sommes dans le seul cimetière juif du canton de Neuchâtel, qui se trouve à 1000 mètres d'altitude. C'est un cimetière de montagne. Il a été inauguré le 9 décembre 1872. Le jour de l'inauguration, il pleuvait très fort et le pasteur de ce temple ici a eu la grande générosité de proposer à tous les gens qui se trouvaient là d'être abrités dans le temple. Et évidemment que la communauté a toujours été très reconnaissante de ce geste. Avant, les morts étaient enterrés à Eigenheim, en Alsace. Il fallait qu'ils fassent en tout cas 100 kilomètres de trajet jusqu'au cimetière. C'est pour ça qu'à un moment donné, comme ils étaient quand même de plus en plus nombreux, ils se sont dit il nous faudrait un terrain ici pour enterrer nos morts. Donc ils ont cherché, ça n'a pas été facile tout de suite, on n'a pas voulu leur donner un terrain, mais finalement c'est la commune des Éplatures qui a accepté de leur vendre ce terrain. Donc voici la première tombe de ce cimetière. Vous voyez qu'il y a même gravé le chiffre 1. C'est une tombe, alors, toute simple, en calcaire. Et c'est la tombe d'un enfant qui est mort à l'âge de 6 semaines. Donc, en plus, il a été enterré le 3 décembre, c'est-à-dire 6 jours avant l'ouverture du cimetière. Cet enfant s'appelait Léopold Picard. Les enfants de moins de 10 ans doivent être enterrés séparément des adultes. Alors là, c'est le carré enfant, ici. Donc 3 jours après l'enfant, il a fallu enterrer une adulte, mais une jeune adulte, Cécile Hirsch, qui avait une 30aine d'années. C'est une tombe très simple, en calcaire aussi. Donc le jour de l'inauguration officielle, il y avait déjà 2 inhumés, un enfant et cette jeune personne. On croit que c'est la tombe d'un marin, mais non, pas du tout. C'est la tombe d'une petite fille. Elle est la seule représentante de sa famille, d'ailleurs, il n'y a personne d'autre. Et l'encre symbolise la vie qui s'enfonce dans la terre. Donc ce sont toutes des tombes, des stèles verticales.
Et ça, c'est la partie la plus ancienne. Ce sont ceux qui sont morts à la fin du 19e. Entre donc 1872 et je pense là 1900 à peu près, 1902 peut-être, pour ce carré. Est enterrée ici Rachel Lévy, née Goldschmidt. C'est une tombe en marbre blanc. Alors cette tombe, elle est assez particulière, d'une part parce que c'est un style totalement éclectique. Il y a un peu de néo-gothique et il y a des pattes de lion aussi. Donc c'est un style un peu égyptien. Et ce qu'elle a aussi, c'est que c'est une des rares tombes où il y a les tables de la loi. Mais elles sont très modestes. Alors lui, il est mort en 1916, il était français et il avait été envoyé se battre sur le front d'Orient et il était pas loin de la ville actuelle de Thessalonique. Et il a été tué à cet endroit en 1916. Il a été enterré là-bas et puis en 1921, la famille est allée chercher ce corps et l'a rapatrié depuis la Grèce jusqu'ici. C'est le précurseur des cafés La Semeuse. Et à partir d'ici, ce sont des tombes plates. Parce qu'on a remarqué que le terrain était marécageux. C'est moins dangereux de faire des tombes plates, qui risquent moins de tomber et de se casser. Ça n'est plus ostentatoire comme ces stèles de la fin du 19e qui sont très très décorées et très élaborées. À part les épitaphes écrites en hébreu, il n'y a pas vraiment de pur symbole juif. Il y a même, par exemple ici, cette tombe avec ce décor qui représente une cathédrale gothique. Elle n'est pas la seule, il y a d'autres tombes comme ça aussi qui sont le reflet de l'époque gothique, des cathédrales. Ce sont des gens qui se sont fait enterrer ici avec la ferme intention de s'assimiler. En hébreu, les cimetières sont appelés Bet Olamim, littéralement la maison des mondes, faisant allusion au monde futur qui suit le monde d'ici-bas. Cela marque non seulement la notion de sépulture éternelle, mais aussi de souvenir éternel.